Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, il y a du soleil, ça doit se voir. Pour une fois, il y a une lumière naturelle chez moi. C'est d'habitude, il n'y a pas de lumière du tout, donc au moins c'est mieux. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture, parce que j'en ai pas fait ce mois-ci. Hein. Alors, j'ai beaucoup lu et en même temps pas beaucoup. Ça s'explique dans le sens où j'ai lu un énorme pavé comme as. Du coup, les autres lectures étaient plus courtes, étaient en début de mois. Le gros pavé, il m'a fait 2 semaines et demie. Voilà, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. À mon avis, décembre, je vais enchaîner tous les petits livres trop bien que j'ai reçus et que je me suis acheté. J'ai hâte, mais déjà, commençons par être organisés et vous parler de ce que j'ai découvert en novembre. On commence par 2 mangas, et pas des moindres, les tomes 6 et 7 de Innocent, et je crois qu'il ne m'en reste plus que 2 et j'ai terminé toute la saga. Alors Innocent, donc c'est un peu compliqué de vous résumer en cours de route vu que là c'est tomes 6 et 7, donc comme vous pouvez voir au dessin, c'est particulièrement magnifique. J'ai essayé de vous trouver un dessin sans vous spoiler et sans vous montrer un truc trop crade. Voilà, bon par exemple là vous avez un visage en gros plan, voilà c'est très élégant, hein. C'est vraiment très bien dessiné, je suis très fan des graphismes. Voilà par exemple là encore Innocent, vous voyez en gros plan. Voilà, Alors par contre, c'était pas à mettre entre toutes les mains, puisqu'il y a beaucoup de scènes, que ce soit de sexe ou de violence, hein, puisque ça raconte, j'y viens, l'histoire d'un bourreau pendant la Révolution française, donc en 1789, pour ceux qui ne savent pas, je vous l'apprends, c'est gratos, et c'est basé sur une histoire vraie. Alors je dis bien basé, gros guillemets, c'est-à-dire que les noms propres, en gros, que vous pouvez retrouver dans les mangas, ils ont existé, ils étaient présents quoi. Après, c'est romancé sa mère, hein. C'est-à-dire que, alors Innocent je ne le connaissais pas, donc je connaissais pas l'histoire effectivement des bourreaux pendant la Révolution ou même avant, donc c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que historiquement parlant on apprend plein de trucs, notamment sur la façon dont ils étaient considérés en société, etc. Par contre, là où ça va commencer à me chafouiner, c'est que en fait Innocent il a commencé à exercer sous Louis XV, et là on arrive, je crois que c'est dans le tome 7, oui c'est ça, au début, voilà, ça c'est Marie-Antoinette quand elle est jeune, et on arrive donc au début du règne de Louis XVI, et donc de l'arrivée de Marie-Antoinette sur le trône, et là ça m'a déplu parce que en fait je connais bien pour le coup, on dirait que c'est ma pote, mais genre je connais bien l'histoire de Marie-Antoinette et du roi, et on va dire que Marie-Antoinette c'est une reine qui encore maintenant fait pas mal polémique puisqu'il y a une partie de la population qui pense que c'était une connasse en gros, hein, qui pensait qu'à sa thune et qui s'en fichait du peuple, l'autre moitié qui dit qu'en fait elle servait de bouc émissaire et que en fait elle n'était pas plus mauvaise que n'importe quel autre noble de l'époque, elle était dans sa bulle peut-être mais ça en faisait pas un monstre. Du coup voilà, il y a pas mal de polémiques à ce sujet là, il n'y a pas polémique, hein. Là c'est à dire que en gros tous les nobles sont des enfoirés, mais alors des enfoirés, mais des pervers psychopathes narcissiques, tous les pires défauts. Donc en fait, je comprends la volonté du manga d'être dans un univers un peu gothique, sombre, adulte, très noir, très pervers. Bon, s'il y a des bruits c'est normal, c'est mes chats font les cons, hein. Je peux pas m'arrêter à chaque fois, sinon je tournerai jamais, je vous préviens juste. Donc oui, je comprends la volonté du manga de vouloir faire ce genre d'ambiance. Par contre, comme ça touche à des personnages historiques, moi ça m'a un petit peu fait grincer des dents parce que là, Marie-Antoinette est encore juste une adolescente, elle semble déjà insupportable. Pareil, un autre truc qui m'a chafouiné, c'est qu'on voit la mère de Marie-Antoinette, donc l'impératrice d'Autriche, si je dis pas d'ânerie, elle avait beaucoup d'enfants, cette femme. Je crois qu'ils étaient 9, 12, beaucoup de gosses. Et elle était très connue pour aimer ses enfants, justement. Effectivement, il y a eu plein de mariages arrangés, c'était le destin des femmes et des princes de l'époque, hein, des princes et princesses, mais elle était connue pour aimer ses gosses. Là, elle est vraiment dépeinte comme comme une ogresse, en fait, qui envoie ses enfants se faire manger et qui en a absolument rien à foutre. C'est pas le cas. La mère de Marie-Antoinette et cette dernière s'écrivaient une lettre par jour pendant toute leur vie, je veux dire. Donc il y a un moment on peut pas... Tu vois, enfin, voilà, je sais pas, c'est des petites libertés qui sont prises par rapport à l'histoire, qui moi me font mal au cœur parce que je suis attachée à ces personnages de ce que j'en ai lu. Après voilà, en l'occurrence les mangas tiennent leurs promesses, de toute façon il me reste que 2 tomes donc je vais aller jusqu'au bout. Mais encore une fois, c'est très beau, c'est intéressant, mais historiquement parlant, prenez des pincettes grosses comme ça, et puis c'est assez glauque, donc pas pour les plus jeunes, clairement, pour un public averti. Hein. D'ailleurs il y a pas... Oui, bah c'est marqué, tu vois comme quoi j'invente rien. Pour public averti, voilà. En gros, il y a du cul, il y a de la torture, il y a de la mort. Voilà, donc pas les plus jeunes, hein. Passez votre chemin. Celui-ci, par contre, c'est pour tout public. Donc c'est une bande dessinée que je voulais m'acheter depuis tellement longtemps qu'ils ont même sorti un tome 2 alors que je n'avais même pas encore acheté le tome 1. Les culottées, donc des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, de Pénélope Bagieux. C'est donc une bande dessinée composée de plusieurs petites bandes dessinées, Inception de bandes dessinées, qui traitent donc des grandes femmes de notre temps, ou des temps passés d'ailleurs. On a Agnodis, on a alors un qui m'a passionné, c'était la méchante sorcière de l'Ouest, parce que pour le coup c'est une référence que je connaissais mais je connaissais pas complètement. En fait je sais pas si vous connaissez le Magicien d'Oz, mais l'actrice qui joue la méchante sorcière de l'Ouest, moi c'est the méchante que j'ai jamais réussi à dépasser. Même maintenant je vois le film, elle me fait peur, vraiment, genre elle me terrifie, genre c'était mon cauchemar quand j'étais enfant, vraiment. La méchante sorcière de l'Ouest, que ce soit d'ailleurs quand elle était en mode normal ou en mode méchante sorcière, l'actrice elle me faisait flipper ma race. Et en fait elle a eu plein de mésaventures suite à ce rôle et même avant ça, et c'est super intéressant, donc je vous spoil pas si vous voulez vous renseigner vous-même ou quoi, mais j'étais super
super contente du coup d'en apprendre plus sur elle et même d'en apprendre plus sur d'autres femmes que pour certaines j'avais juste entendu de nom, voire que je ne connaissais pas. Je trouve ça très très bien comme initiative, et non, c'est pas c'est féministe, il y a que les femmes. Non, non, c'est bon, les mecs aussi, on connaît. Simplement, il y a plein de femmes qui ont fait beaucoup de choses, et simplement par la culture qu'il y a eu par le passé, elles n'ont pas été mises en avant autant qu'elles le méritaient. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de scientifiques, beaucoup de mathématiciens, physiciens, etc. ont travaillé avec leurs femmes, et à l'époque, simplement, même quand eux ils avaient la bonne volonté de le déclarer, les mecs ils disaient ouais t'es gentil, on va pas mettre le nom de ta femme sur ton truc, hein, bon ça va faire tâche. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les femmes qui ont traversé les siècles jusqu'à présent, parce que voilà, la culture faisait que on ne le mettait pas autant en avant que les hommes, et je trouve que ce genre de bouquin c'est pas mal utile pour se mettre un petit peu à la page. Il y avait déjà des femmes intelligentes il y a plusieurs siècles, oui c'est dingue. Mais du coup voilà, je pense que ce genre de petite BD c'est un petit rappel humoristique et en même temps intéressant au point de vue histoire avec un grand H pour mettre les pendules à l'heure et se rappeler des choses intéressantes. Et en plus c'est très ludique, et pour le coup je pense qu'il y a vraiment pas de limite d'âge. Bon, il faut savoir lire, hein, évidemment, peut-être que si vous avez 5 ans et demi ça va être un peu trop ardu, mais je veux dire, même les sujets les plus graves, par exemple, il y a un moment on parle d'une femme qui a fait de la résistance. Il y a plusieurs femmes d'ailleurs qui ont été des acteurs majeurs sous des dictatures, et bon évidemment on parle de la dictature, c'est pas drôle, hein, surtout qu'il y en a qui sont mortes de ça. Ça reste lisible et vous n'en ferez pas des cauchemars clairement, mais par contre vous serez au courant, et ça c'est pas mal. Encore une bande dessinée, la BD qui fait du bien, voilà, donc le nom l'indique, hein, c'est très paisible, très agréable. Ça regroupe 40 auteurs et illustrateurs autour du thème, je dirais de la bienveillance, mais également de la maladie. À l'intérieur, en fait vous avez différents types de bandes dessinées. Vous avez par exemple des contes plutôt mignons, etc. Vous avez des contes qui tournent autour de la maladie. C'est à chaque fois des petites pages, c'est jamais très très long. Alors je ne sais plus si les bénéfices sont intégralement reversés du coup ou pour l'association, ou si c'est une partie, mais dans les deux cas c'est louable, hein. Et en plus on passe vraiment un bon moment, c'est le genre de BD qui se lit facilement, qui détend, qui fait sourire, qui touche. Donc moi j'aime bien ces petits moments d'émotion, de tendresse, donc j'étais heureuse de mettre mes sequins dedans. Voilà, la BD qui fait du bien, c'est vrai qu'elle porte bien son nom. On change de registre, Après la vague de Oriane Charpentier. Celui-ci c'est l'un d'entre vous, ou l'une, je ne sais plus, qui me l'avait conseillé, donc je l'ai acheté pour ma dernière commande Fnac. D'ailleurs j'ai pas pu lire grand chose encore. Il est très très beau, je vous lis le résumé. J'ai pas encore lu le résumé des autres, mais en même temps c'était des BD, donc je vous dis ça. Il fait beau à la terrasse de l'hôtel, on discute d'un temple à visiter. Maxime n'a aucune envie de bouger, il préfère profiter de la plage avec Jade, sa sœur jumelle. Plus tard une vague apparaît qui n'en finit pas de grossir. Dans leur fuite désespérée, Jade lâche la main de son frère. Pour Max, il n'y a plus de mots, plus d'avenir. La reconstruction d'un adolescent frappé par le tsunami de 2004, sensible et bouleversant. Alors c'est jeunesse, hein, puisqu'il y a marqué derrière que c'est sur la liste de l'éducation nationale pour les classes de 5e, voilà. Mais c'est totalement lisible par un adulte, c'est court, comme vous pouvez le voir. Je l'ai lu en une soirée, rapidement. C'est vraiment un petit livre. Mais je pense que même pour un adulte, en fait, il n'est clairement pas hors de propos. C'est triste, évidemment. Mais c'est pas triste pour faire pleurer. C'est-à-dire que pour moi, il y a un message utile dans ce bouquin. C'est pas... je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, en fait, quand on traite d'un sujet aussi sensible, comme pour la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, c'est facile de faire pleurer dans les chaumières, si vous voulez. C'est facile de faire quelque chose de pathétique au vrai sens du terme. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on ressent de la tristesse, on ressent de l'empathie, parce que c'est juste, en fait. On est totalement plongé dans le deuil avec ce garçon, et je pense que ça peut être salutaire pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, en fait. C'est idiot, peut-être, mais moi, je me suis sentie proche de lui, et son travail de deuil... Il est pas surjoué, il est juste profondément sincère. En fait, bizarrement, ce bouquin pour moi, il traite plus du deuil que du tsunami de 2004. Pour le coup, c'est vraiment plus un travail sur le deuil, sur comment on appréhende la mort, comment on arrive à faire face à cette souffrance qui n'était même pas envisageable quelques jours avant. Le fait de rentrer chez nous et de voir encore les affaires de la personne dans la maison, toutes ces petites choses, vous voyez, du quotidien auxquelles les gens sont confrontés tous les jours, là en fait le livre il nous met le nez dedans, mais il le fait de manière bienveillante. Il n'y a aucun moment en fait où le personnage principal est jugé, il y a toujours beaucoup de compassion, beaucoup de tendresse je pense de la part de l'auteur, et c'est pareil, toute sa famille réagit de manière différente, et ils se comprennent pas, mais ils essayent, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un très beau message d'espoir. Pour le coup, alors il doit pas être bien cher, c'est un poche et il est tout petit, donc je pense qu'il est achetable, au pire empruntable à la médiathèque. Si vous avez l'occasion, lisez-le. Alors c'est pas une des lectures les plus faciles, effectivement c'est possible que vous ayez les larmes aux yeux, ou que voilà vous ayez envie de pleurer, ou que ça vous fasse un peu déprimer, mais je pense que c'est une déprime qui fait réfléchir, donc elle est saine. C'est pas du voyeurisme de tristesse, vous voyez, c'est pas voir des images choc ou lire quelque chose de choc et que vous deviez faire avec. C'est vraiment salutaire, je pense. En tout cas, personnellement, ça m'a apporté
un petit dézoomage sur ce genre de situation qu'on appréhende tous, même si c'est pas évidemment aussi... on n'imagine pas tous vivre un truc aussi monstrueux qu'un tsunami ou une catastrophe naturelle de cette ampleur, mais on a tous peur de la mort en fait, c'est quelque chose de normal, la peur de la mort je pense que ça fait partie de la vie de tout le monde, et ça fait dézoomer un petit peu sur ces situations, ça permet peut-être de se préparer inconsciemment. Ça a l'air très triste ce que je dis, mais pas du tout, enfin, c'est ça en fait comme démarche vraiment, donc... moi, il m'a fait beaucoup d'effets en quelques pages, ce qui est très fort, hein, c'est à l'opposé d'un autre livre dont je vais vous parler après, mais on y reviendra. Mais très peu de pages, très concis mais très clair, et pour moi, il est à lire, quel que soit l'âge. Donc après la vague, me concernant, vous pouvez y aller. Je crois que vous êtes pas mal à avoir déjà lu, donc j'ai hâte d'avoir vos avis. Mais à mon avis, je vois pas trop comment on pourrait ne pas l'aimer. Sauf si on a vraiment été trop sensible justement à la situation, ou alors qu'on n'a pas réussi à avoir d'empathie pour le personnage principal. Je pense que c'est possible, mais personnellement ça a totalement marché et j'ai vraiment aimé. Encore une preuve, s'il y en avait besoin, que les livres jeunesse et young adulte, c'est le bien. Ensuite j'ai lu Marche ou crève de Stephen King. Alors ça c'est Lemon June qui en a parlé dans une chronique ou alors sur Instagram ou les deux, je ne sais plus. Je vous conseille Lemon June, c'est une youtubeuse, une booktubeuse qui est super bien, super souriante, super gentille, etc. Et elle m'a donné envie de le lire. Alors Stephen King et moi, c'est une vieille histoire d'amour puisque je lisais Stephen King quand j'avais 11 ou 12 ans. Ou les deux d'ailleurs, enfin à partir de 11 ans en gros, parce que tout simplement chez ma mère, mes parents venaient de divorcer à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de livres, et je relisais non-stop mes bouquins, je lisais également ceux de ma mère, qui étaient totalement en face Stephen King, donc voilà, à 11 ans j'ai lu La Tempête du siècle, Cimetière, Misery, qui m'a traumatisée, Dolores Claiborne, enfin voilà, pas mal de Stephen King, et ça m'était passé, hein, j'ai eu ma grosse phase à cette époque-là, après ça m'est passé, et ça faisait très longtemps que j'en avais pas relu, et bah écoutez, je l'ai commencé dans le train, avant de partir à Toulon le week-end dernier, hein, et je l'ai terminé quand je suis arrivée à l'hôtel, le soir, voilà. Donc je l'ai lu en 4 heures. Alors il est pas si court que ça, enfin il fait 350 pages, c'est raisonnable, mais en fait c'est surtout que genre je l'ai lu dans tous les trains, j'avais prévu de faire une sieste, d'écouter de la musique, j'ai pas été capable, genre j'étais collée au livre, limite je lisais entre les correspondances, tu vois, et quand je suis arrivée à l'hôtel, le premier truc que j'ai fait, bon j'ai enlevé mon manteau, je me suis posée sur le lit et j'ai fini mon livre, il est génial. Alors je voulais le résumer quand même pour savoir, donc Marche ou crève. Garati, un adolescent natif du Maine, va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement est très attendu. Il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner, le contraire pourrait lui coûter cher. Très cher. Donc comme vous pouvez vous en douter, vu le titre, Marche ou crève, ça donne un indice de ce qui se passe s'ils arrêtent de marcher. J'ai trouvé que c'était vraiment stylé. Parce qu'en fait, alors moi j'avais très peur en fait, vu l'histoire, de m'attacher à des personnages qu'on va perdre et d'être dans un pathos, en gros de chialer non-stop. Et en fait non, j'avais oublié ce que c'était que la plume de King. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'action. On est tellement dans le... Ouais, vraiment dans l'action en fait, dans la marche avec eux, qu'on adopte le même système de pensée. Et c'est assez ouf. C'est-à-dire qu'en fait, donc on suit Garati, personnage principal, et donc le but de la marche, hein, c'est de commencer à un point A et de en gros ne jamais s'arrêter. Et en gros, c'est le dernier qui marche qui gagne. Voilà, tous les autres. Au revoir. C'est pas un spoil, on le dit dès le début. Hein. Donc, moi, comme je vous dis, j'avais un petit peu peur d'être en mode à chouiner tout le temps parce que je perds mes chouchous. Et en fait, comme on suit Garati en même temps que d'autres, mais on est triste avec lui quand il perd quelqu'un, ou alors on espère avec lui quand il espère que ça va bien se passer, ou je vous dis pas comment ça se termine, pour le coup je ne vous spoil absolument rien, je vous dis juste le contexte de départ, hein. La loi de la course c'est ça, après est-ce que ça se passe comme ça ou pas, vous verrez si vous le lisez, mais du coup on est vraiment avec lui en fait, et ce qui fait que quand il a peur pour quelqu'un, ou quand il perd quelqu'un, ou quand il est rassuré pour quelqu'un, on le vit aussi, mais ce qui fait que ça banalise aussi dans notre tête en fait. J'ai trouvé ça assez dingue, parce qu'on s'attache à des persos, et il leur arrive des trucs à des moments, et quand ça leur arrive, en fait, moi personnellement, j'ai été détachée. Genre comme le perso. En fait, lui, il est dans un tel état de fatigue à des moments où des fois il a mal, ou des fois il y a des trucs, que j'avais... Enfin, j'étais avec lui, quoi, en fait. J'étais en mode, ah c'est con, mais continue, t'arrêtes pas. Et c'est troublant de voir à quel point j'étais dans cette course, quoi. Et pareil, j'avais un petit peu peur de me sentir moi-même fatiguée, ou genre d'avoir mal aux jambes, tu sais, juste t'imagines, tu lis quelqu'un qui galère à marcher, et en fait c'est pareil, c'est bien foutu parce que tu vois qu'ils ont mal à des moments, tu vois qu'il y a des problèmes, mais c'est pas trop accentué, en tout cas moi ça m'a pas mis mal à l'aise, et ça m'a pas dégoûté de la lecture. En fait j'imaginais pas trop ce que ça pouvait être de marcher sans pouvoir s'arrêter, donc j'imaginais un peu un truc monstrueusement horrible, et en fait c'était clairement moins pire que ce que je pensais, j'ai pas eu de mal à le lire, par contre j'étais vraiment dedans de A à Z, et il me fallait la fin, et du coup la fin m'a
il m'en manquait, tu vois, genre j'avais vraiment pas envie que ça s'arrête comme ça. La fin, je trouve qu'elle va trop vite. La fin va beaucoup trop vite, je voulais en savoir plus et... Ah, tu vois, c'est toujours ça quand on aime un bouquin, on n'a pas envie qu'il se termine. Mais honnêtement, si vous aimez King ou si vous n'avez pas encore découvert cet auteur, ça peut être un bon départ parce qu'il est pas trash. Franchement, par rapport, si vous avez jamais lu King, par exemple, commencez pas par Cimetière, hein, que voilà, il faut commencer, il y a différents degrés d'horreur chez King. Là, on est plus dans de l'action, tu vois, c'est pas flippant, c'est angoissant, mais c'est pas flippant. Donc honnêtement, pour un premier, ça peut se tenter, et pour ceux qui connaissent déjà, foncez, parce que honnêtement, je trouve que ça lui ressemble trop, et c'est trop bien fait. Donc j'ai adoré, très bon moment avec ça, et je vous dis, je l'ai lu en une journée, en 4 heures de train, donc c'est que vraiment, je l'ai kiffé. Et enfin, je vous avais dit que j'avais lu un énorme pavé, il m'a fait 2 semaines et demie, voire donc tous les autres je les ai lus en une semaine du coup, hein, quasiment. Voilà, La maison dans laquelle, qui fait quasiment 1000 pages. Je vais vous en parler, mais d'abord je voulais le résumer. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonnez pas l'existence, et même quand vous serez seul, ce ne sera jamais vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter, le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait, et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans transformés à jamais, et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Ensorcelante évocation de l'enfance et de l'adolescence, la maison dans laquelle est un chant d'amour fantastique à cet âge ingrat et bienheureux, à ses exaltations et ses tragédies, au sentiment de frustration et de toute puissance qui le traverse. Mariam Petrosian a réussi à créer un univers bariolé, vivant et poétique, pétri de cette nostalgie et de cet émerveillement que nous avons tous au fond de nous et qui fait que parfois nous refusons de grandir et d'affronter la brutalité du monde qu'on appelle la réalité. Voilà. Alors, je trouve que c'est beaucoup parlé pour pas dire grand chose, voilà. Et c'est aussi vrai pour le résumé que pour le bouquin. Honnêtement, alors ça parle de quoi? Parce qu'en fait le résumé il dit tout et rien, hein, il fait le lyrique mais il n'y a pas beaucoup de faits. En gros, vous suivez un groupe de gosses qui sont dans une maison, comme la maison, hein, la fameuse, qui est un peu comme un internat, qui est complètement un internat d'ailleurs, et ils sont tous invalides. Donc il y en a un qui a pas de bras, il y en a un qui est aveugle, il y en a un ils sont plusieurs à être en fauteuil, voilà. Donc comme en fait c'est une pension et ils sont un petit peu foutus là-dedans en mode bon bah restez-y quoi, ça occupe, on s'occupe pas de vous, ils sont un peu délaissés clairement, ils sont même pas un peu, ils sont délaissés et ils se font leur propre vie à l'intérieur. Ça me rappelle énormément ce livre-là, oui j'ai regardé où il était avant de faire la vidéo, La maison des morts, qui est de Sarah Pembroke il me semble. J'ai beaucoup plus aimé celui-ci, qui est pourtant beaucoup plus court hein, que celui-ci. C'est beaucoup trop long. Mais c'est beaucoup trop long, mais c'est trop, même pour moi qui adore lire, j'étais larguée. Franchement, j'ai eu du mal, les persos sont attachants, je dis pas, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, déjà il y en a trop. Tous les enfants se donnent des surnoms et ils sont tous divisés dans différentes chambres. Donc il y a les oiseaux, les rats, enfin voilà, il y a différents trucs, différents clans on va dire, et les enfants eux-mêmes ont tous des surnoms, donc l'aveugle, le sphinx, enfin, voilà, ils ont tous des trucs. Et déjà il faut le temps pour rentrer dedans, pour comprendre, hein. Puis ensuite, je suis désolée, mais ils ont rien de ouf. Enfin, moi j'en avais rien à foutre, ils sont antipathiques les gosses, ils sont antipathiques de ouf, enfin, en fait j'ai l'impression que l'auteur il a tellement, l'autrice c'est une femme, Mariam est une femme donc oui j'ai l'impression, alors il ne commençait pas à m'engueuler, oui autrice ça existe pas, et ben on va faire en sorte que ça existe, voilà bref, bon, donc oui Mariam tu sens qu'elle a essayé de les rendre mystérieux, mais pour moi c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors je veux bien que ce soit une image de l'adolescence qu'on idéalise, je vois bien le message dedans, mais t'as que ça en fait. Tes persos ils existent pas. Enfin pour moi, hein. Perso je te dis, j'ai plus de souvenirs alors que je viens de le terminer. J'ai lu 3 heures ce matin hein, pour le finir, pour vous le montrer aujourd'hui, j'en pouvais plus. Mais je me suis dit je vais aller jusqu'au bout. Peut-être que la fin, tu sais, c'est un peu comme Les fiancés de l'hiver. Peut-être que la fin va vraiment valoir le coup, que du coup je vais comprendre tout l'enjeu, de tout le suspense. Il me restait 100 pages, j'étais en mode putain, il y a vraiment intérêt à ce que la fin déboîte. Et en fait non, la fin déboîte pas, enfin non, c'est la fin attendue, non. Alors là pour le coup, c'est The Déception, parce que j'y ai passé, je vous dis 15 jours, hein. Alors, je lisais pas, j'ai lu petit à coup, mais en plus, enfin voilà, il y a quand même 1000 pages. Quand t'aimes pas ou quand t'as du mal, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Donc honnêtement, je peux pas vous le recommander. Moi en fait, quand j'ai lu le résumé et quand je crois que c'est Lemon June aussi qui en avait parlé sur Instagram, quand j'en ai entendu parler, je m'attendais à un mélange en fait un peu à La Maison des Morts ou Sa Majesté des Mouches, je crois que ça s'appelle comme ça, des enfants regroupés sur une île et qui ont leur propre société. Et c'est passionnant. D'ailleurs, si vous avez pas lu La Majesté des Mouches ou même celui-là, lisez-les, ils sont vraiment bien. Surtout La Majesté des Mouches quand même. Mais alors là, pour moi, on est passé à côté. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'allégorie de l'adolescence et de l'enfance et de la dualité avec l'âge adulte. Enfin, ouais, non, en fait, tu t'attaches pas. Putain, en 1000 pages, quoi, merde. Genre en 1000 pages,
Il y en a un qui sort du lot pour moi, c'est Sphinx. Pour ceux qui l'ont lu, voilà, vous connaîtrez le gamin. Et encore, hein, genre il sort du lot, mais enfin on peut pas dire que genre il aurait disparu. J'aurais fait ah c'est con, mais genre sinon les autres j'en ai rien à foutre. C'est choquant. C'est choquant de passer 1000 pages avec des gosses et d'en avoir rien à foutre. C'est fou. Quand tu vois, c'est pareil, Sa Majesté des Mouches qui fait quoi la moitié de ça, je sais pas, ou t'es dedans direct. Là, pour moi, il manque quelque chose. Pour moi, tu peux pas faire un livre aussi gros et passer à côté de tes personnages. Ou alors c'est ma faute et je m'attendais à un roman et en fait c'est un traité de philosophie avec des personnages, mais dans ce cas-là je suis aussi passée à côté. Donc honnêtement, je suis contente de l'avoir terminé parce que j'aime pas juger une œuvre inachevée. C'est très rare que je termine pas un livre, faut vraiment que j'ai un dégoût. Là j'ai failli arrêter parce que c'était long, mais je me suis dit vas-y, ça te plaît quand même, va au bout. Je suis contente de l'avoir terminé, maintenant je peux en parler, mais du coup la fin m'a pas fait changer d'avis et pour moi, je vais pas dire que j'ai perdu mon temps, mais un peu quand même. Honnêtement, en fait, le truc c'est que j'ai tellement d'autres bouquins là qui me tentent que ça me fait un peu schmutz d'avoir passé autant de temps et qu'à la fin je me dise tout ça pour ça. Voilà, c'est la fin en plus, bah y a rien. La fin c'est un pétard mouillé. T'as pas de fin. Enfin c'est ouais non. Pour le coup, s'il y en a d'entre vous qui l'ont lu, je suis pas sûre parce que faut avoir l'envie, l'idée de le lire, hein, parce que c'est quand même voilà. S'il y en a qui l'ont lu, vraiment donnez-moi votre avis parce que j'aimerais vraiment en discuter avec d'autres personnes qui l'ont découvert parce que je vous dis moi je suis passée à côté et j'aimerais discuter avec des personnes qui ont vraiment aimé. Donc s'il vous plaît, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que moi je suis vraiment restée sur ma faim. C'est peut-être parce que j'ai trop aimé La Maison des Morts ou même Sa Majesté des Mouches que du coup j'en attendais plus que ce qu'il pouvait donner. Enfin 1000 pages, quand même, j'en attendais pas trop. Et du coup j'ai terminé, oui. Du coup, alors je pense que le mois prochain, il y aura beaucoup de livres, mais c'est beaucoup de petits, donc je ne sais pas si les résumés seront plus rapides, mais je vous dis, j'ai acheté pas mal de choses à la Fnac, et j'ai reçu également dans la box de livres Petit Colis plusieurs bouquins que j'ai très envie de lire, notamment des jeunesses, etc. Enfin, j'ai vraiment hâte d'attaquer tout ce qui m'attend, donc c'est possible qu'en décembre, il y ait de quoi faire. Hein, voilà. Après, bon, je pars une semaine à Paris pour des fêtes, donc peut-être que ça rognera un coup, mais j'ai hâte de m'y mettre déjà. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire déjà vous ce que vous avez lu ce mois-ci, hein, vous savez que j'aime bien savoir, ce que vous me conseillez, parce que vous savez que je note tout ce qui m'intéresse dans ma wishlist, et évidemment, si dans ce que j'ai lu, il y a des livres que vous avez déjà découverts ou qui vous font envie, n'hésitez pas à me le dire. J'aime bien savoir. Et voilà, si vous pouviez en choisir un dans tous ceux que j'ai présentés, lequel vous me piqueriez là maintenant? Genre si vous claquez des doigts et que bim, il arrivait devant vous, vous prendriez lequel? Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous mes amours. Nous, on se retrouve demain matin pour Undertale et dimanche pour Campus Live, que d'ailleurs je n'ai pas encore tourné, il va falloir que je m'y mette. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort, passez une très bonne journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.